Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini-sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous ? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous. Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Bienvenue pour notre deuxième partie de ce cercle de parole spécial conseils pour dépasser nos blocages sur la sodomie. Vous êtes sympa. De cliquetis cliqueta. Bon, je rappelle, ceux qui n'ont pas écouté la partie 1 sont des mauvaises personnes, mais nous les accueillons et on leur dit qu'on est une quinzaine d'auditeurs ici à Lyon au centre de santé sexuelle Le Griffon. Et c'est un centre de santé que d'ailleurs tout le monde peut venir voir. C'est spécialisé dans l'accueil des personnes LGBTQIA+, et des travailleurs, des travailleuses du sexe. Nous avons, pour notre sujet de blocage sur la sodomie, 2 expertes qui sont là pour répondre à nos questions, nous donner des conseils. Docteur Aurélien Garros, proctologue, cliquetis cliqueta, et Muriel Sanchez, qui est non seulement sexologue, mais aussi kinésithérapeute et périnéologue. Car en effet, certains blocages peuvent se rééduquer grâce à la kiné, ce que tu as raconté un peu dans la partie 1. J'avais envie qu'on commence avec Giovanni. Bonjour. Salut Giovanni. Qui dit... Et d'ailleurs, Michael me semble aussi avoir dit la même chose, que l'importance de la connexion avec le partenaire est primordiale pour toi, Giovanni, pour ne pas avoir des douleurs pendant la sodomie. Est-ce que oui, c'est oui ça. C'était quand la dernière fois que tu t'es rendu compte de ça ? C'est plutôt, j'aurais dire, une réalisation que j'ai eue j'ai 33 ans, vers le 24 ans. Et en effet, je me suis rendu compte que... Alors, je vais faire une petite histoire. Mon tout premier copain, il était très doué. Par contre, j'ai jamais trop eu de problèmes. J'ai jamais ressenti des douleurs et tout ça. Quand tu te faisais pénétrer, oui. Il était doué dans le sens, tu avais du plaisir. Oui, non, dans le sens qu'il avait un tricuspide. Ah, bien doté. Doté, oui, pardon. Ok, t'as pas de souci. Et donc, je m'étais dit, ok, bon, je ne vais pas avoir de problème pour ça. Vu que lui, il était très... doué. Ouais. Doté, je crois. C'est ça que tu cherches comme. Je vais pas avoir des problèmes. Après, j'ai expérimenté et en vrai, j'avais des problèmes souvent avec des bites pas grosses. Mais souvent quand j'étais mal à l'aise ou quand j'avais pas vraiment envie de coucher avec ces mecs, mais bon, on est là, et je fais quoi ? Ça me saoule de dire non. J'étais plus jeune. Maintenant, j'assume. Et si j'ai pas envie, je dis non, on s'arrête là. Mais bon, ça m'a demandé beaucoup de temps pour m'assumer, pour comprendre ce que moi et mon corps on avait envie. Ouais. Tu peux donner un exemple pour que je comprenne bien. Par exemple, tu es sur Grindr, vous vous dites « Ah ouais, on va coucher ensemble », vous vous rencontrez, toi, tu n'as plus envie, mais tu n'oses pas dire non. C'est ça ? Oui, le cas que je disais avant,
j'avais 24, 25 ans, j'étais en Erasmus à Porto. Et bon, c'était Grindr ou je sais pas quoi. J'étais un appli de rencontre. Et je vais chez lui et c'était en plein coup direct. Ouais. Donc, et quand tu le vois, t'as pas envie? C'est pas ça, c'est que il me plaisait pas trop dans le vrai. Après, je me souviens pas de tout, mais bon, ça allait jusqu'au moment où lui, il a commencé à me doigter. Uh-huh. Voilà, et là, ça allait tout bien. J'avais aussi pas mal envie. Après, lui, je m'en rappelle pas. Bon, on a bougé, on a changé de position et il était un peu trop brusque, un peu sans vraiment m'écouter, sans vraiment me regarder, sans vraiment chercher la connexion que je disais. Et là, j'ai eu très mal. Mm-hmm. Et j'ai dit non, arrête, on stop. Et je me suis un peu barré tout vite. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? En vrai, j'ai pas envie de faire des plans où je connais pas les gens. J'ai envie de créer une connexion, même si on recherche pas l'amour pour un plan direct, mais ça peut être une connexion court terme, quoi. Oui, genre déjà je connais ton prénom, je sais pourquoi tu habites dans cette ville, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où tu es dans ta vie, qu'est-ce que des choses très très banales mais qui peuvent se résoudre très très facilement avec une bière ou un café. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, pour toi, la sodomie heureuse, t'as découvert qu'elle avait besoin de prérequis ou pour que tu te sentes connecté, en sécurité, inspiré, ouais. Oui. Et c'était pas lié à la mécanique de la taille ou c'est ça. Tes douleurs, tu sens qu'elles reviennent plus. Non. Après, en m'apprenant j'ai grandi et ça arrive. Tu as vieilli. Oui, j'ai vieilli, voilà, c'est ça les mots. Et tu as aussi grandi, peut-être. Je doute. Mais, et je me connais mieux. Et donc là, ça joue aussi ma propre excitation. Donc même pour et j'explore aussi ma sexualité. Et j'ai un peu appris à dépasser ça dans le sens que je peux créer ma propre excitation dans j'étais à Berlin cet été et j'aime bien Berlin où il y a des situations plus comment dire où tu connais pas les gens mais tu arrives à être excité quand même. Exactement. Ouais. Et donc dans ces situations là je n'ai pas de douleur ou des problèmes pour la pénétration. Mais c'est intéressant du coup, et je sais pas si Muriel ou Aurélien, vous avez envie de rebondir là-dessus, mais que la douleur, elle vient pas toujours du mécanique ou de la lubrification c'est mental aussi. J'ai 2 mots pour résumer le témoignage très intéressant de Giovanni, qui est que, et c'est rapporté très fréquemment, la sodomie heureuse, comme dit Guillaume, elle passe souvent par l'intimité relationnelle et l'excitation. Donc ça se passe mieux quand on est excité, quel que soit le moyen de monter son excitation. Mais ça, ce sont deux prérequis qui sont souvent donc rapportés par nos patients, puisque moi j'ai des patients. Voilà. Qui font ça. On est combien là? Levez la main. Ceux qui ont déjà se sont déjà forcés à être sodomisés, n'osant pas dire stop, dire non. On est combien? Et alors là, tout le monde lève la main sauf 1, 2, 3, 4 personnes, 5. Ok. Michael,
On peut lui passer le micro. Michael, toi, tu as dit similairement, tu perds ton érection dès que tu perds le contact visuel avec ton partenaire lors de la sodomie. J'ai l'impression que c'est un peu parallèle comme sujet. Toi, se regarder dans les yeux, c'est une connexion. Ouais, en fait, pour moi, c'est vraiment important de garder le regard qui se croise. Et dès que je vais perdre le regard de mon partenaire, ou même avant de ma partenaire, en fait, et en fait, tout de suite, je vais perdre mon érection. Et là, nouvellement, avec mon nouveau partenaire, c'est vrai que à un moment donné, il s'était mis sur le ventre. Et du coup, je lui dis non, en fait, je suis déjà en train de perdre mon érection à ce moment-là. Je dis, faut que tu me regardes, en fait. Et du coup, c'est vrai que... Alors après, comme c'est nouveau aussi, il y a peut-être aussi quelque chose de... Encore un peu où je suis mal à l'aise. Mais du coup, si je perds son regard, en fait... j'ai l'impression de perdre la personne avec qui je suis en train d'avoir un moment d'intimité. Ouais. Et donc, comme disait Muriel, ton excitation, ton désir, forcément suivent et baissent. Et c'est tout à fait normal, quoi. Ça redescend, mais en fait, après, ça peut repartir derrière. Mais n'empêche que j'aime bien garder le regard. En fait, c'est un moyen d'excitation pour moi. Ouais. Est-ce que tu arrives... parce que j'ai l'impression que Giovanni, il a dit, j'ai vieilli et donc maintenant je me connais mieux, donc j'arrive à mieux communiquer ou en tout cas à créer ce dont j'ai besoin pour ma sexualité. Est-ce que toi, tu arrives à demander à tes partenaires, à dire ce qui est important pour toi, et notamment en disant, moi, le regard visuel... Ah oui, ça, c'est pas du tout un problème pour communiquer. C'est assez facile, en tout cas pour moi, et ça n'a jamais été une problématique. Après, l'autre en face, je sais pas, mais en tout cas... Pour toi, c'était OK. Parce que dans la partie 1, moi, je me souviens que Diego, quand on parlait d'être doigté, que Diego appréciait pas, disait, dans les plans cul directs, rapides, c'est pas simple de communiquer. Là, il y a plusieurs... et je veux bien que tu passes le micro à Pedro. J'arrive pas à te lire. Pedro, merci. Salut. Je trouve ça vachement intéressant dans notre sujet de le lien avec ma sexualité, la sodomie, les possibles blocages et tout. J'aurais même envie moi, Guillaume, poserais la question d'une certaine culture des apps où on est tous là on se limite dans nos communications, et je dis nous, mais en fait c'est pas très vrai, parce que moi, Guillaume, je suis là, mais rien à foutre en fait, on va baiser et on va se voir 1 heure, mais je vais te dire, et je vais te demander ce que t'aimes, je vais te dire ce que moi j'aime, et j'ai une facilité, j'ai découvert que en allant à la conquête de cette facilité, j'ai trop envie de la conseiller, de mettre des mots sur moi c'est important qu'on se regarde dans les yeux, ou moi, tu vois, d'avoir identifié certains trucs pour créer le bon cadre. Et toi, Pedro, tu veux rebondir là-dessus? En fait, je voulais juste ajouter quelque chose à que Giovanni et Michael viennent de dire. C'est que on commence toujours par rapport à la sodomie, mais la partie plutôt mécanique et pas psychique. Parce que je pense que notre cerveau, ça joue beaucoup par rapport à ça. Parce que moi, par exemple, c'est impossible pour moi avoir un plan cul. Comme ça. Non, c'est impossible. C'est quoi pour toi un plan cul comme ça? Un plan cul, c'est aller dans une application et prendre un rendez-vous avec quelqu'un. Ok. Donc imagine, on prend une bière, puis on va visiter un musée. Oui. Puis on fait du sexe. Non, mais attends. Et après, on fait du sexe. Est-ce que c'est pour un plan cul pour toi? Oui. C'est un plan cul de se rencontrer, de faire un musée et du sexe, mais c'est OK pour toi? Oui, c'est OK. Ouais. Ce qui n'est pas OK pour toi, c'est quoi du coup? C'est une absence d'échange, de date. C'est ça. Être chez moi, échanger dans une application. Et, plan cul direct, la personne vient chez toi. Oui. OK. Dans ces cas-là, il n'y a aucune sexualité qui est heureuse pour toi, ou là tu parles de la sodomie? La sodomie. Ok. Oui, la sodomie. En pénétrant ou en pénétré? En tant que pénétré. Quand tu es toi sodomisé, mais si toi tu sodomises, tu peux un peu plus faire du plan cul direct. Sans problème, oui. Mais je pense que le fait d'être pénétré, ça joue beaucoup dans ma tête, et j'arrive pas. Je pense que c'est mécanique, ok, mais là on peut trouver des astuces du lubrifiant, on change de position, je sais pas. Mais je pense que il y a quelque chose dans la tête qui joue beaucoup. Qui te fait pas souffrir, j'ai l'impression. C'est juste que pareil, c'est ce qu'on disait, c'était créer le cadre safe pour moi. Ça me fait pas, mais par exemple, pour encadrer un peu,
je suis célibataire, je viens de finir une relation. Et ça m'arrivait dans ma relation, ça. Parce que j'arrivais pas à être sodomisé dans ma relation par rapport au fait que nos deux, il n'y avait pas de communication. Donc, c'était impossible. Alors, c'est quel type de communication qu'il n'y avait pas? C'était autour de la sodomie? Non, autour de tout. Ok, ouais. Autour de tout. C'est ça, l'absence de lien même dans une relation. Oui. Ouais. Ok. Aurélien, tu veux dire... Non, tu me regardes pour dire un truc? Oui, ouais. je voulais confirmer par rapport à nous ce qu'on avait dans notre expérience, c'est que à la fois des situations de plan Grindr, c'est souvent quand même, ce que témoignent beaucoup de personnes ici, difficile de communiquer, mais pour autant c'est essentiel, la confiance. Et il ne faut pas se comparer, parce qu'il y a des mecs vraisemblablement qui arrivent très bien à se faire pénétrer sans dire un mot. Et tant mieux, mais il ne faut pas se comparer et se dire que c'est une norme, c'est vraiment important. Ouais, c'est ça. Mais on a effectivement, et c'est pour ça que ton témoignage il est hyper important, on a l'exemple d'un patient qui avait une relation, je pense, avec un qui était en couple, qui était un peu toxique, un peu rabaissante, et finalement c'est quand il a quitté son mec que ça a été mieux aussi. Aussi en voyant Muriel et d'autres choses, mais... Et Aurélien, bien sûr. C'est un patient commun, en fait. Ok, ils se font des petits bisous et tout, ils s'envoient du love, mais vous avez bien raison. C'est vrai que dans l'intro, j'ai pas dit que vous proposez des consultations. Dans cette intro de cet épisode, je l'ai pas dit, je pense que vous travaillez ensemble sur des consultations à deux pour aider les personnes qui ont des douleurs dans leur sexualité anale. Et du coup, en fait, toi, Pedro, ce que tu voulais ajouter, c'est qu'en première partie, on a beaucoup parlé de la mécanique, des astuces, et toi, tu as découvert l'importance de la connexion, du psychologique, de te sentir en sécurité. Voilà, parce que au début, je pensais, en fait, c'est mécanique. Et j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital Nord, à Saint-Étienne. J'avais rien, il y avait rien. J'ai fait beaucoup d'examens. Tu as fait des examens parce que tu avais des douleurs? J'avais des douleurs, oui. Ah, ok. Oui. Tu avais du mal. Donc, quand on te pénétrait, doigt ou pénis, pareil? Peu importe. Ça te faisait mal tout de suite? Tout de suite. Ok. Et je pense que c'est... Parce que, en fait, j'ai eu une relation de 10 ans, j'ai jamais eu de problème. Jamais. Et donc, ça fait 2 ans qu'on n'est pas ensemble. Ouais. Et je me suis dit, je vais recommencer à chercher n'importe quoi. Peut-être pas n'importe quoi, mais genre, tu veux le dire avec d'autres gens? Oui, d'autres gens. Enfin, tu peux chercher n'importe quoi, mais tu voulais dire, je vais me remettre à faire du sexe avec d'autres gens. Oui, d'autres gens. J'ai passé 1 an tout seul, et après, j'ai trouvé quelqu'un qui... J'ai pas arrivé. Parce que je pense que même dans notre relation, il n'y avait pas ce lien pour arriver à... Ouais. Même dans ma relation. Ouais. Moi, mon plus gros kink, c'est faire l'amour. Voilà. Je l'ai dit là récemment à un plan cul. On se connaît pas. Et il me disait, et je lui disais, oui, mais on peut faire l'amour sans vraiment se connaître. Enfin, tu sais ce que je veux dire? On peut là se rencontrer sur un temps court terme ou long terme, mais en fait, on peut faire l'amour même sur une enveloppe de temps très courte, tu vois. Et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui me disent, ouais, mais après, les gens, ils partent en courant quand tu dis ça, parce que tu rentres pas dans cette culture de je veux pas qu'on se parle, etc. Et j'entends, mais moi je pense que moi je trouve des gens sur Grindr qui partent pas en courant, donc moi je pense qu'il y a un peu de tout, mais j'entends tout à fait ce que tu veux dire, et pour moi c'est essentiel. Ouais. Giovanni, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je suis d'accord. Pour rebondir sur ce que tu disais, moi je trouve que dernièrement, un de mes plus grands kiffs, c'est l'intimité. Et comme tu dis, on peut jouer même sur le court terme pour trouver de l'intimité avec des personnes, mais je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu effrayées. Ils ont peur de l'intimité, d'être intime, d'être vulnérable, car si on est intime, on est vulnérable. Alors qu'on peut avoir du sexe sans être vulnérable au final. Un sexe rapide sans connaître le prénom. Oui, bon, c'est pas mon kiff. C'est pas si intime que ça, non, mais c'est intéressant. Moi, j'avais envie de demander à Muriel ou à Aurélien. Pedro disait quand même quelque chose de spécifique autour de
moi, c'est plus simple de pénétrer. J'ai pas ces blocages quand je pénètre, mais j'en ai plus quand je suis pénétré. J'ai un peu envie qu'on parle de ça. Alors, Pedro, il est super intéressant son témoignage parce que donc c'est donc statistiquement relaté. Les hommes HSH décrivent souvent les hommes ayant du sexe avec d'autres hommes. Yes. Pour les gens qui... je veux dire, être pénétré, tu es dans une forme de vulnérabilité. Cette vulnérabilité, tu vas donc être safe dans ta vulnérabilité, quand tu as un niveau d'intimité suffisant pour pouvoir accueillir et recevoir. Voilà. C'est plus facile de rentrer que d'accueillir. Moi, j'ai envie de rajouter que c'est aussi le rapport au féminin. C'est pour moi la misogynie. Qu'est-ce que dit le proctologue et la sexologue? À moi, mon opinion personnelle qui émane de mes témoignages et tout, mais je suis pas un scientifique. Mais que être pénétré, c'est en gros être la femme, c'est en gros être le dominé. Que quand tu regardes les lois anti-gays, anti-LGBT dans le monde actuel, dans plus de 70 pays, c'est un crime d'être LGBT. La loi, souvent, cible la personne qui est pénétrée, oui, qui devient le coupable. Donc, même dans la partie 1, j'ai fait cette intro là sur la déchéance, sur un peu le truc culturel autour de la sodomie et d'être le pénétré. Est-ce que ça peut pas aussi jouer dans nos inconscients et que ça nous fait du coup un peu plus peur? C'est plus difficile de lâcher prise et d'être pénétré aussi parce qu'on est dans un monde... Bon, moi, je dirais oui, complètement. Il y a quelque chose du bouleversement un peu de l'identité masculine qu'on a construit et après qu'on a reconstruit encore en devenant gay, si ça s'est passé comme ça, avec les pornos qui développent à nouveau les stéréotypes du passif miné, féminé, de l'actif viril. Tu peux rebondir, tu es parfaitement tombé dans mon piège, Aurélien. Non, pas dans mon piège, dans mon invitation. Et parce que j'avais envie qu'on parle du cas d'un patient, justement, autour de ces représentations, des muscles, et ça te fait marrer. Mais c'est très bien. Oui, parce que je savais que tu voudrais qu'on en parle. Oui, c'est l'exemple d'un patient hyper intéressant, hyper touchant, qui a vraiment un physique viril. C'est quoi pour toi un physique viril? Il est musclé et poilu. C'est des stéréotypes sûrement, mais bon. Grand, petit? Moyen. Mais peut-être aussi, il n'a pas de gestes efféminés, sa voix est plus grave. Est-ce qu'il y a aussi de ça? Oui. Ouais. Non, mais c'était... Non, oui. Et donc, lui n'arrive pas à être pénétrant. Non, attends. Il n'arrive pas à pénétrer quelqu'un. Oui, il n'arrive pas à pénétrer quelqu'un. Ok. Être actif. Mais donc, du coup, il est pénétré. Mais ça lui fait mal systématiquement, mais pour autant il a besoin c'est lui qui le décrit très bien, il a besoin d'avoir des partenaires qui sont aussi dans une attitude très virile, très costaud, un peu bourrine, pour se sentir dans un rapport qui reste un rapport un peu masculin, presque peut-être proche de la bagarre que d'autres choses, ce qui fait qu'il a systématiquement mal, ce qui fait qu'il prend des drogues pour pas avoir mal et arriver à avoir le rapport, mais bon, enfin... Et il est dans un cercle, il n'arrive pas du tout à s'en sortir pour le moment. Enfin, il est en train peut-être de... Ah ouais, mais en tout cas, il est sur ce chemin-là. Mais moi, à 100%, enfin, on est combien là dans ce cercle à avoir... C'est une question très très intime, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais levez la main si, comme moi, vous avez peur d'être trop efféminé pour votre partenaire lors du rapport. C'est là où personne ne lève la main. On n'est que 2? Ah ouais, On est 3 qui hésitent. On a quelqu'un qui lève un peu la main. Ok, ah ouais, je suis le seul. Ah, un 4e? Non. Ouais, c'est assez marrant. Je suis tout seul. Alors ouais, moi, j'ai peur d'être trop efféminé. Ouais. En tout cas, beaucoup du harcèlement que j'ai vécu était autour de est-ce que t'es assez masculin ou t'es trop féminin? Et ça s'est pas mal mis dans ma sexualité, notamment à l'endroit de la sodomie, mais apparemment pas trop. Enfin, Muriel, tu veux rebondir? Oui. Je pense qu'il y a un terme qu'il faut prononcer ici. Je rebondis par rapport à l'exemple donc clinique que présente Aurélien.
sur cet homme en fait qui est pénétré par des hommes donc correspondant à un stéréotype très masculin et qui aime les rapports brutaux aussi. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais bon, donc je pense qu'il y a aussi une forme donc de ce qu'on appelle d'homophobie intériorisée, donc où tu es pas dans, enfin on est, alors c'est pas forcément conscient, hein, mais je pense que c'est des choses qu'il faut évoquer, où je veux dire on est un homme gay ou homosexuel pas totalement donc assumé et on se punit en fait, hein, voilà, dans la douleur. Donc voilà, donc l'homophobie intériorisée, c'est quelque chose d'extrêmement présent dans la douleur. Hein, voilà, donc ouais, c'est où on en est sur son chemin de son propre acceptation, donc d'être sodomisé. Il y a un lien quand même avec le dont tu parlais, je crois que c'est Muriel ou Aurélien, avec la masculinité, c'est-à-dire cette capacité à pénétrer ou à être pénétré. Quelqu'un veut, Aurélien, tu hoches de la tête, ou Muriel? Par rapport aux représentations, ouais, donc représentation, donc une plus grande facilité à pénétrer peut-être parce que tu es un peu moins homosexuel quand tu pénètres, non? Si on est pénétré, on bouleverse un peu notre masculinité, quoi, notre identité du coup dans laquelle on nous a collé depuis la naissance. Vous le sentez ça? Cercle, levez la main ceux qui le sentent. Mais c'est ouais, là il y a beaucoup plus de mains qui se lèvent. Ouais. Ok. Muriel, t'as fini ton propos? On peut passer à... Oui, j'ai terminé mon propos. Tu es parfaite. Moi, je voulais juste dire quand même, il y a aussi des gens qui témoignent avoir plus de difficultés à être pénétrants. Il y a aussi ce profil de personne qui existe. Parce qu'ils trouvent qu'il y a plus d'enjeux de performance, parce qu'il faut tenir, il faut bander, il faut éjaculer, et qui préfèrent le rôle à l'inverse, un peu de passif, qui fait rien, qui se laisse faire. Je préfère faire l'étoile de mer. Et Giovanni, tu as levé la main? Oui, totalement. Dans mon parcours, j'ai vécu ça, dans le sens que au début, avec mon premier copain, lui, il était qui est actif. Et moi, après, j'ai un peu pris cette imprinting. Habitude. Cette habitude d'être qui est passif. Et toutes les fois que j'ai essayé d'être actif, d'être pénétrant, je me disais, bah non, t'es pas assez puissant, t'es pas assez viril, t'as pas assez de muscles, donc tu peux pas dominer l'autre, tu vas pas durer longtemps. Ça, c'était dans ta tête, les petites idées. Absolument, dans ma tête. Ça s'appelle l'angoisse de performance. Maintenant, je sais, et après, petit à petit, j'ai vieilli, et ça diminué énormément. Mais il est toujours là. Ouais, c'est une conquête. Est-ce que tu peux passer le micro à Théo? Théo, j'ai l'impression qu'avec toi, on va aborder... Bonjour. Salut, coucou, je te surprends un peu. Hein. Car tu dormais, non? Pardon? Tu t'endormais là? Non, je te taquine. Théo, j'ai l'impression qu'avec toi, on va aborder ce sujet-là un peu par une autre porte. Toi, sur ton post-it, et je vais t'inviter à mettre ton micro bien proche de ta jolie bouche. Suite à 2 événements, la PrEP a permis la libération d'une charge mentale. Tu étais à l'aise d'en dire un peu plus? Je le sais que tu es à l'aise, car sachez que les post-it, nous les avons fait ensemble. Et les gens qui sont prêts à témoigner, pour les auditeurs qui se demandent, ils ont mis leur prénom. Personne n'est obligé. Oui, alors c'est principalement un événement. En fait, il y a eu, je pense qu'un peu comme le coup classique qui arrive, surtout quand on est passif, la capote qui craque. Ok. Donc avec un partenaire qui était séropositif, mais pas indétectable. Mm-hmm. Donc là, il y a eu une prise en charge par un traitement post-exposition qui s'est bien passé, et voilà. Mais surtout, il y a eu aussi une fois une personne où il y a eu une perte de consentement en fait dans l'acte, où j'avais clairement dit qu'il y avait protection, donc préservatif. Et en fait, avant la fin du rapport, il a retiré son préservatif pour pouvoir finir en moi, voilà.
Et donc, du coup, il y a eu. Après, il y a eu. Donc là, j'ai de nouveau été donc, au Cégide, qui sont très bien, qui ont une très bonne prise en charge et qui sont pas dans le jugement, qui sont vraiment très gentils. Mais après, il y a eu une sorte de blocage un peu de savoir si ça allait se reproduire ou quoi que ce soit. Bien sûr. Et ça, c'était quand, ça, ces deux événements? C'était séparé de combien de temps? C'était de assez longtemps, au moins 1 an. Ok. Et du coup, tu as senti les blocages pendant combien de temps? Enfin, le premier, il n'y a pas forcément eu de blocage parce que c'est des choses qui arrivent, mais c'est vraiment à partir de la deuxième chose. En fait, il faut arriver à refaire confiance aux gens. Bien sûr. Et je pense que la PrEP aide en fait à avoir ce côté charge mentale de que ça soit plus que de notre tu reprends le pouvoir. Voilà, c'est ça. Tu reprends le pouvoir parce que du coup, tu te sécurises et c'est toi qui prends ta PrEP. Et si tu la prends bien selon le schéma, tu te protèges toi, c'est ça? C'est ça. Toi, dans ton lien avec la sodomie, ton plaisir et tout, à part ces moments-là et la PrEP qui a solutionné, tu avais d'autres... ça allait bien, quoi. Ça allait bien, ouais, juste avant ça allait bien. Il n'y avait pas vraiment de blocage... une sexualité assez épanouie, mais c'est vrai que ça a remis en question en fait ce passage pas mal de choses. Même dans le fait de rencontrer les gens, faut arriver à refaire plus confiance aux gens, c'est différent. Enfin, il y a tout un voilà. Mais du coup, je suis allé voir aussi une psychologue qui m'a permis de bien aider sur ce point de vue-là. Ouais, bien sûr. Toi, tu as pu confronter la personne qui t'a fait ça? Oui, j'ai fait. Alors, j'ai pas voulu faire un dépôt de plainte parce qu'en fait j'ai fait juste une main courante. Je trouvais ça moins... En fait, la main courante, l'avantage c'est que si après il y a une autre main courante, ils vont dire il y a déjà eu une main courante, donc peut-être que ça serait utile pour vous de porter plainte et puis après éventuellement être appelé s'il y a d'autres événements de cet acabit-là. Parce que c'est considéré un viol. Oui, enfin, viol ou agression sexuelle. Agression sexuelle, ouais. Mise en danger de la vie d'autrui. J'ai rencontré un médecin en congrès de sexo, qui travaillait sur cette problématique avec un juriste. J'ai oublié le terme anglais qui consiste à, enlever sa capote au dernier moment. Voilà, donc c'est vraiment, ouais. Bravo, d'être allé porter plainte, c'est courageux. Hein. Donc, c'est pas d'avoir déposé une main courante. Parce qu'en fait, porter plainte, ça engage plus de choses. Et il y a déjà tellement peu de résultats pour des viols, vraiment des vrais viols, que je voyais pas. C'était mon ressenti, mais je voyais pas l'intérêt d'aller si loin. Et l'avantage de la main courante, c'est que s'il y a un autre événement, au moins ça c'est porté dans le dossier. Vraiment, moi je ne peux que vous encourager à aller porter plainte, déposer des mains courantes. Je sais que c'est pas facile parce que c'est comme ça que les choses avancent. Hein. Voilà. Donc plus il y aura de la visibilité devant les instances publiques de ce genre d'actes, plus il y a des chances que les choses bougent. Et puis peut-être que intimement ça peut nous aider. Ouais. Et peut-être que intimement ça peut nous aider après. Moi, je sais pas si j'aurais le courage et peut-être que je voudrais juste faire l'autruche et tout. Donc, mais je pense que ça pourrait m'aider aussi de se dire, en fait, c'est inacceptable et c'est une absence de consentement et en fait, la loi est de mon côté, quoi. Théo, tu veux... Ouais, moi, la psychologue m'a bien aidé aussi à me dire, si vous vous sentez pas de porter plainte, au moins allez poser une main courante. Et puis, j'en ai parlé à des amis avec qui... un très bon ami, entre autres, avec qui on parle de beaucoup de choses. Et donc, ils ont pu me soutenir aussi là-dedans. De ne pas être seul. Oui, de ne pas être seul, ouais. Ouais, super, bien sûr. Est-ce que donc la PrEP, toi, ça a été une solution qui t'a aidé? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses maintenant pour avoir une sexualité épanouie que tu fais différemment? La PrEP a aidé dans le sens où ça permet d'être maître de sa protection et de plus dépendre simplement de l'autre. La psychologue a aidé sur le point de vue dans la tête. Et après, sur les rencontres,
Toi, t'as pas eu d'impact. Tu sais, parce qu'on parlait dans l'épisode 1 des traumas, donc il se peut que ton corps se mette à passer en pilote automatique et resserrer, t'empêcher d'être pénétré, etc. Est-ce que toi, t'as eu des choses comme ça à soigner? Non, parce que je suis retourné en fait vers des personnes entre guillemets de confiance pour recommencer, on va dire. Et du coup, ça m'a aidé. Je pense, en fait, je savais que ces personnes, c'était des gens bien, bienveillants, dans le consentement. Et du coup, j'ai pas eu de blocage en fait du fait de ça, je pense. Mais moi, en fait, à chaque fois que je fais rarement des plans cul directs, mais ça peut m'arriver dans des moments soit de solitude / bon, je vais pas vous raconter ma vie, si je suis en train, mais je pense qu'on comprend à peu près tout ce que je dis, ou en tout cas une majorité, donc je vais économiser les mots. Non, je rigole. Mais ouais, un moment où peut-être genre je me sens un peu seul, j'ai à la fois envie de sexe, et du coup je suis du coup Guillaume, comme tu sais comment tu fonctionnes, va prendre un verre. Et je suis là, non, je vais quand même faire un plan cul direct, donc il y a une part de moi qui dit t'es bête, enfin bon, ok. Et ce que je voulais dire, c'est que ma sodomie heureuse commence de nombreuses heures avant le rapport sexuel. C'est-à-dire pour moi, en fait, si j'ai pu me sentir en sécurité, et je rebondis sur ce que tu dis Théo, c'est qu'en fait, pour moi, parler à la personne, sentir son énergie, c'est en fait me sentir en sécurité pour soit avoir du désir bandé et pénétré, soit ouvrir mes chakras et être pénétré. Et du coup, elle me sentit... Pas que ces chakras. Dis-moi, attends, je finis et puis après tu rebondis. Mais du coup, je trouve que c'est un truc que j'ai longtemps, et on en a parlé, j'ai longtemps sous-estimé ça, comme si, en fait, la norme, c'est le plan cul direct, et en fait, je comprends pas pourquoi moi j'ai besoin de ça en plus, quoi. Et ouais, en fait, moi, ce lien-là, me sentir en sécurité, me semble être essentiel pour ouvrir. Et du coup, Muriel, tu disais pas que mes chakras dans le sens. Avec le micro. C'était un joke. Ah, pardon, je n'ai pas compris. Ah oui, ouvrir mon anus. Ouvrir. Ah oui, je suis con, pardon. Oui, mais je rejoins là-dessus. Moi, j'ai un peu de mal aussi à juste 3 mots, par exemple, sur Grindr ou quoi que ce soit, et on se voit. J'aime bien avoir une connexion, discuter un peu, en savoir un peu plus sur les gens, et pas juste y aller et voilà, quoi. Ouais. Je rejoins ton côté là-dessus. Après, il y a aussi plein de gens moi j'ai des potes qui vont dans des bars à cul, comment on appelle ça, des saunas, etc., et qui ont une sexualité super heureuse, avec des jeux de regard. Enfin, j'ai pas envie de créer une autre norme, mais il y a des gens qui sont super heureux et qui ont des belles sexualités avec plein de consentement, sans aller au musée, quoi. Les gens vont croire que je vais au musée. Ça m'est arrivé une seule fois. Aurélien, bien sûr. Oui, pardon, je voulais dire qu'effectivement, il y a régulièrement des personnes qui témoignent que la PrEP, l'objectif, c'est pas de donner du plaisir, mais qu'effectivement, parce qu'elle apaise une peur de l'infection, aide vraiment à prendre du plaisir. Et je pense que la crise du sida, elle essaie une mémoire qui se transmet aux générations suivantes, même si elle est peut-être moins intense qu'il y a 30 ans, mais donc la PrEP permet ça aussi parfois. Moi, j'avais une question, mais je ne sais pas si la science l'a prouvé, et c'est peut-être que de l'intuition, mais est-ce que notre mémoire collective n'a pas imprimé l'information de l'époque du sida où une personne qui est pénétrée a plus de chances d'être infectée, si jamais il y a possibilité d'infection, que la personne qui est pénétrée? Non, c'est vrai, on est plus à risque d'attraper des infections en étant pénétré. Et donc ça, c'est une réalité scientifique. Parce qu'il y a la vascularisation importante au niveau de l'anus. C'est aussi pour ça que c'est un endroit où on met des suppos pour faire passer des médicaments même aux enfants. C'est parce que c'est très vascularisé. Donc on peut attraper plus d'infections aussi. Ça, je le savais. Non, mais c'est super que tu l'aies répété. Et ma question, où je ne sais pas, c'est est-ce que ça peut impacter notre sujet d'être sodomisé? Est-ce que notre mémoire collective, est-ce que ça peut être ajouté aussi à ça? Je ne sais pas. Oui, de toute façon, je pense que le sida est tellement associé à la sodomie que c'est un ensemble, quoi. Et je pense mais c'est la question que je nous posais, tu vois, et c'est peut-être la question que chacun peut se poser, c'est est-ce que j'ai la bonne stratégie de santé sexuelle pour moi,
pour me sentir en sécurité dans un rapport sexuel, que je choisisse le préservatif, la PrEP ou que sais-je, si j'ai plusieurs partenaires ou si je suis... Est-ce que j'ai bien répondu à ces questions de moi à moi-même pour me protéger des IST et parce que je pense que ça peut être un facteur autour des blocages de la sodomie. J'aimerais bien qu'on aborde la question du plaisir, parce que vous êtes nombreux ici, mais vous n'êtes pas nombreux à avoir mis votre petit prénom. Il n'y en a pas beaucoup qui sont chauds pour en parler, donc vous allez devoir lever la main. J'ai peut-être Thomas. Ah, coucou Thomas. Là, on va parler, vous êtes plusieurs post-it à avoir dit, bon, c'est sympa là, toutes ces histoires de blocage, mais comment je peux plus kiffer ? Donc, j'ai par exemple, comment je peux travailler à l'élargissement et avoir plus de plaisir, comment être plus désinhibé pendant un rapport. Toi, Thomas ? Oui. Coucou. Bonjour. Du coup, moi, en fait, la question s'est assez rapidement posée quand j'ai commencé la pratique anale. C'est que j'avais envie de prendre plus gros. Tu avais envie, toi, d'être pénétré par plus gros pénis. Oui, ou jouer. Plusieurs. Voilà. Donc, je me suis rapidement posé la question de comment m'entraîner en passant de rien du tout à... Il faut faire une pratique. Rien du tout, parce que toi, tu as commencé ton activité anale... tardivement, vers mes 32-33 ans. Ok. Donc, c'est pas tard, 32... Non. Tu as quel âge ? J'en ai 37. Ok. Donc, tu te dis, je découvre. Voilà. Et ton excitation... Bon, je sais pas si c'est vraiment une question, mais tu sais pourquoi ça t'excite plus gros ? Alors, on va rentrer dans l'ordre des fantasmes. Ouais. J'ai une tendance à fétichiser le dragon. Et notamment les organes génitaux, monstrueux. Ok. Donc, le dragon, on parle bien là de la créature... l'animal mythologique, oui. Ok. C'est un fantasme comme un autre. Mais merci de le partager, ouais. Et c'est vrai que je me suis dit, j'ai envie de me prendre... plus gros, voire même plusieurs sexes en même temps. Est-ce que tu as essayé ? Alors, plusieurs sexes en même temps, non, pas encore. Mais je travaille à m'élargir l'anus, du moins lui donner au moins la mémoire de quelque chose de plus gros régulièrement en jouant avec des plugs ou des godes. Ok. Pour le moment. Et parce que toi, tu crois, et donc on l'a juste pour les auditeurs s'ils entendent, il y a du bruit dans la rue parce qu'il y a des gens qui font du bruit dans la rue, mais Carl Griffon est sur la rue. Parce qu'en fait, il t'explique pas les bruits quand t'es auditeur, c'est trop relou parce que tu comprends pas ce qui se passe, t'as l'impression que genre il y a des gens dans la pièce et tout. Toi, tu as lu quelque part que, parce que c'est marrant, tu as une connaissance que moi j'ai pas, et je vais me tourner après vers notre proctologue préféré. Toi, tu as lu quelque part que l'anus a une mémoire et que en l'élargissant, la prochaine fois que j'en ai besoin aussi large, il s'en souviendra. C'est ça que c'est une croyance ou c'est quelque chose que tu as lu ? Lu et échangé avec des propriétaires de sex club, de sex shop, où on va se renseigner où on peut quand on connaît rien, donc on pose la question aux revendeurs en général. T'en es où de ton chemin d'élargissement ? Ça se passe bien, ça se passe pas bien ? Petit à petit. Ouais. Je suis au troisième stade de mon lot de plugs, et puis il va falloir que je vois plus gros là maintenant. Attends, au troisième stade de mon lot de plugs, c'est quel diamètre ? J'ai pas de tête le diamètre. Ok. Mais c'est quelque chose, comme ça. Là, il fait un cercle avec ses doigts de genre 7 cm. Quelqu'un est géographe ? 5. Ah là, on m'engueule. 5 cm. Ok. C'est pas le géographe ? Non, pas du tout. Quelqu'un est mathématicien. Bon. Géomètre, merci. Peut-être, c'est ça. Ok. Voilà. Et si tu avais une sexologue et un proctologue super compétents sur ces sujets-là, tu aurais envie de leur poser quoi comme question ? Est-ce que tu as une question en particulier ? Bah oui, ta question, c'était comment travailler à l'élargissement ? Bah là, tu es en train de te mettre des plugs. J'ai ma technique là un peu autodidacte, on va dire. Tu veux la valider auprès de nos professionnels ? Et savoir s'il n'y a pas d'autres moyens de travailler à son élargissement. Okay. Est-ce que la question des risques t'intéresse aussi ? Non, rien alors ça, j'en ai déjà entendu parler, mais oui, après, il y a toujours un lot de risques, et pas de souci, avoir des avertissements, c'est toujours bon. Non, mais...
Aurélien. Oui, effectivement, en tant que professionnel de santé, c'est difficile de ne pas aborder la réponse d'abord sur la problématique des risques, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas vraiment donner des conseils ou des solutions pour élargir... Déjà, est-ce qu'il y a le coup de la mémoire ? C'est-à-dire, si je veux recevoir plus gros, en effet, mon anus, je peux l'entraîner, c'est possible ça ? En tout cas, après, oui, c'est sûr que c'est la progressivité, quoi. On apprend, même pour passer de pas de pénétration à une pénétration avec un pénis de taille standard, c'est déjà un peu la même chose, c'est-à-dire la progressivité pour s'habituer, apprendre à laisser l'anus se dilater. Attends, et moi je pensais que quand je suis excité, il y a une possibilité de dilatation, et hop, et après ça se referme. Oui, mais ça reste une élasticité, ça se referme. Mais pour que ça puisse s'ouvrir plus large que la fois d'avant, et plus vite, ça se fait progressivement. Et souvent, il ne faut pas que ce soit trop rapide. Okay. C'est comme ça aussi que ça se passe pour se faire fister. Ouais. C'est exactement la même stratégie. Moi, je ne connais pas d'autres solutions que de faire progressivement et après d'être bien excité pour que ce soit possible, quoi. Et de s'arrêter si on a mal. Toi, s'arrêter si on a mal, bien tu entendu. as des douleurs, Thomas ? Parfois, et du coup, en général, je m'arrête et je dis, ce sera une autre fois. Ouais. Le dragon repassera. Ou pas, si vraiment la douleur persiste, et dans ce cas-là, je vais consulter, oui. Mais après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui arrivent pas à accéder à ces désirs-là parce que ça leur fait mal au bout d'un moment. Et c'est là que c'est vrai que... j'ai pas de limite de ce que le corps est capable d'accepter. Puis on voit que c'est différent vraisemblablement d'une personne à l'autre. Mais c'est sûr que si ça fait mal, il faut s'arrêter. Et On avait des questions sur nos petits post-it. Là, il y a des gens ici dans le cercle de parole qui se demandaient les risques justement sur l'incontinence ou justement sur des pratiques plus extrêmes. Est-ce que tu peux faire un petit point là-dessus ? Autant si j'ai un rapport sexuel tous les semaines, si je me fais sodomiser une fois par semaine, est-ce que je vais être incontinent Et pareil sur le fist ou des trucs plus extrêmes comme des plus gros godes. Il n'y a pas beaucoup d'études, mais l'étude la plus performante pour répondre, elle retrouve qu'il n'y a pas de surrisque d'incontinence, donc c'est-à-dire de fuite involontaire de selles quand on a la sodomie même jusqu'à 1 ou 2 fois par semaine. Au-delà, ça peut augmenter le risque d'avoir des fuites, au moins à court terme, c'est-à-dire 1 mois après. On n'a pas d'informations pour nous dire qu'est-ce qu'il en est à long terme. Et après, on sait que la pratique du chemsex, probablement parce qu'on inhibe les douleurs, et la pratique du fist, ça augmente le risque d'incontinence. Après, c'est pas 0 ou 100%. Tu avais fait un épisode sur le fist où la personne elle disait bien qu'elle le faisait en âme et conscience, en sachant qu'elle prenait des risques, qu'elle avait plus de risques d'avoir une incontinence. Je trouvais son point de vue intéressant, mais c'est un risque, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais et moi, je nous invite. Enfin, moi personnellement, je pratique pas le fist et donc j'ai pas vocation à dire quoi que ce soit. Mais moi, je trouve que dans mes pratiques sexuelles, j'aborde pas les risques de la même façon que dans ma passion pour la montagne et la randonnée. C'est-à-dire, si tu fais du sport très régulièrement, ou moi je cours souvent, je pense qu'un médecin me dirait, oui, à un moment donné sur tes genoux ou sur, l'activité a un impact. Et la question, c'est bien accompagner avec les bons soignants, aussi choisir le type d'activité que tu fais et en effet comprendre les risques et vivre avec, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est ce que disait d'ailleurs Valentin dans son épisode sur le fist. Mais il y a une connaissance, il y a un peu dans la culture hétéro-homophobe, il y a des tests anaux, c'est-à-dire notamment en Tunisie et dans d'autres pays, les autorités disent avec un toucher rectal, je peux savoir si tu as été sodomisé ou pas, parce que tous les homos ont les culs tellement larges, etc. Mais ça, c'est une réalité, et c'est dans les États disent ça. Toi, mais ça, c'est hyper faux. C'est faux. Parce qu'il y a des gens qui ont des anus qui manquent, qui sont hypotoniques, c'est-à-dire qui ne se servent pas beaucoup pour plein d'autres raisons, et qui ont de l'incontinence sans ça. Et il y a aussi des personnes qui sont sodomisées et qui ont mal et qui ont un anus qui est très serré. Et donc, si on leur fait un toucher, ça va être serré. Après, c'est vrai que quand on examine l'anus de quelqu'un qui fait du fist régulièrement, généralement, comme il a un anus qui est très lâche, quoi. Ouais. Des fois, on peut voir à travers. Ouais. Enfin, il est un peu ouvert, quoi, spontanément. On peut vendre comme dans du beurre. On peut voir à travers. Ok, Harry Potter.
Mais est-ce que je peux juste, j'ai le droit, Vas-y. de faire une toute petite un petit aparté, parlons français, par rapport à donc Thomas et donc sa réflexion sur les fantasmes. C'est juste pour nourrir votre réflexion par rapport à votre sexualité. Est-ce que les fantasmes sont faits pour être réalisés ? Voilà. Est-ce que tous les fantasmes sont faits pour être réalisés ? Donc, je suis jamais là pour donner mon opinion personnelle parce que c'est pas ma place. Ce que je peux juste vous dire, c'est que souvent, il est rapporté que la place des fantasmes en sexologie, elle est là pour donc souvent augmenter son excitation sexuelle, pour donc dynamiser son désir, et que relativement souvent, il est rapporté que on est un peu déçu en fait par rapport à la réalisation de ces fantasmes. Donc c'est vrai que Thomas, je le vois en train de travailler coûte que coûte à élargir son anus par rapport à ces fantasmes de dragon, et voilà, j'ai peur qu'au bout du chemin, tu vois, c'est peut-être beaucoup d'efforts pour un truc. Mais c'est juste pour. T'en penses quoi, Thomas ? Pour être informé, c'est tout. Tu sens que tu forces. Sans jugement de valeur. Je comprends la réflexion qui est faite, parce que pour avoir déjà réalisé un ou deux fantasmes, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont faits, le plaisir est plus forcément là, selon les cas de figure. Ou alors la réalisation est très, très inconfortable. Non, là c'est plus un fantasme global, je dirais, dans une recherche de plaisir. En fait, tu te sens aligné. C'est un moteur, celui-là. C'est pas un objectif à atteindre, c'est plus un moteur parce qu'il est irréalisable de par sa nature. Mais attends, les dragons n'existent pas ? Non. Enfin, j'en suis peut-être un, mais je ne le sais pas encore. Ok. Mais... C'est déguisé. Moi, j'ai réalisé plusieurs fantasmes, mais en fait, j'ai pas du tout cette expérience de déception. C'était génial. Et ouais, je conseille vivement, après ça dépend du type et tout de fantasme, mais moi j'avais pas mal entendu en sexologie, ah ouais, les fantasmes ça sert à pas être réalisé, et en fait pour moi c'était pas vrai. J'ai pas dit ça. Non mais j'ai entendu ce que tu as dit, j'offre juste moi mon regard. Est-ce qu'on peut terminer sur conseil pour plus kiffer? Pour plus kiffer la sodomie, là, je suis un auditeur ou un membre de ce cercle, et ça va être notre conclusion. C'est quoi les questions que je peux me poser? C'est quoi les petites astuces? On a dit en épisode 1, lubrifiant, super, notamment, par exemple, amande douce ou les lubrifiants comme ça naturels. Attention. Huile d'amande douce. Je sais pas, excuse-moi. Attention. Excuse-moi. T'avais pas dit le mot huile. Pardon. Faut pas que les gens mettent des amandes dans leur anus. Mais vous mettez. Et enlevez la coque d'abord. Voilà, merci. Huile d'amande douce, en sachant que c'est pas forcément compatible avec les préservatifs, attention. Est-ce qu'il y a d'autres astuces auxquelles on pense là? On a parlé quand même l'importance pour certaines personnes de la connexion versus baiser avec des inconnus. Est-ce qu'il vous vient comme ça des choses qu'on n'a pas mentionnées et que vous avez envie de rajouter? Oui, dans les choses assez pratico-pratiques, il y a la préparation, c'est-à-dire le fait de ne pas aller directement à la pénétration, mais de préparer l'anus avec des caresses, la langue, les doigts, si on aime ou si on n'aime pas. Bien sûr, rien n'est obligatoire. Et d'entrer progressivement, des choses évidentes, mais qui sont importantes de rappeler. Super. Et moi, est-ce que je peux rajouter, et peut-être ne pas rentrer, c'est-à-dire suivre son intuition et du coup sortir de l'injonction à la sodomie pour juste dire absolument. Tiens, j'ai envie de découvrir cette partie-là, et donc on peut tout à fait dans un rapport s'autoriser à dire je veux juste un doigt, et ça me fait penser à la Cité de la Peur. Vous ne prendrez pas juste un doigt d'abord? Ouais, ça montre que j'ai 38 ans. Hein. Mais ok, je reviens dans mon truc. Mais je trouve ça important je trouve que parfois, je me sens obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, sous-entendu, en fait, le vrai truc de la sodomie, c'est jusqu'au bout. Faut que tu ailles tout au fond. En vrai, ça peut juste être, comme tu dis, juste un doigt et dire à mon partenaire, c'est fini. Pour aujourd'hui, enfin, genre, tu vois? Complètement, bien sûr. Oui, il n'y a aucune injonction
à faire une sodomie en entier, ou est-ce qu'elle dure, ou elle peut être courte si on en a vite, si on aime bien, si on est hyper content pendant 1 minute et puis qu'on en a marre. L'arrêter en cours. Moi, j'ai grandi avec. Je me souviens de me dire non, mais pour vraiment que ça soit une vraie, faut que ça aille jusqu'au bout. Enfin, genre au fond et tout. J'ai grandi avec cette image. Du coup, de me dire non, si je te dois juste, c'est naze, quoi. Alors que non. Ce n'est pas naze. Ça reste de la sexualité anale. Ça reste de la sexualité anale. Mais même des caresses externes, c'est de la sexualité anale. L'anulingus, c'est de la sexualité anale. Ouais. Je veux dire, voilà, la sexualité anale, elle n'est pas forcément pénétrante. Tout à fait. Et moi, j'ai envie de vous dire, pour conclure, écoutez-vous et respectez-vous. Et faites-vous respecter. Allez, c'est des cliquetis, des vagues de cliquetis. Merci tout le monde, merci beaucoup Muriel et Aurélien. Merci à nous, le cercle des puissants. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver. Ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.